Captain to Sarah, we've got a problem here. Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui pour qu'on discute ensemble en fait, même pas, j'ai pas envie de vous parler toute seule. J'ai envie que ce soit une réflexion commune sur le sujet. C'est une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram, qui concerne le féminisme islamique, le féminisme dans le monde arabe. Et je vais vous parler des livres qui ont alimenté moi ma réflexion, du point de vue d'une jeune femme française, originaire de l'immigration, musulmane. Et voilà, je pense qu'on va partir de ce postulat de départ là, et je vais vous parler des livres qui ont alimenté vraiment ma réflexion et qui m'accompagnent, que je relis régulièrement. Donc je voulais commencer par un livre qui est très connu, je pense, que la plupart d'entre vous ont sûrement déjà lu. Donc c'est un livre de Françoise Vergès qui s'intitule Un féminisme décolonial. Hop, avec la jolie couverture rose associée. Donc c'est un livre en plus que j'ai abîmé, je suis dégoûtée. Anyway. Françoise Vergès, qui est une militante, politologue, enfin vraiment qui est assez engagée sur la notion de décolonisation. Elle a écrit cet ouvrage, donc un féminisme décolonial, qui est un peu un appel à dissocier fondamentalement ce qu'est le féminisme comme on l'entend dans les milieux traditionnels ici en France, dans les milieux assez élitistes. Maintenant le féminisme c'est un mot qui est assez galvaudé. Finalement qui explique que le féminisme qui se prétend universel ne l'est pas du tout, et s'appuie sur des notions, sur des concepts qui sont assez issus de la politique de colonisation, qui consiste en fait à projeter sur une culture ou une communauté une ombre négative, et qui prouverait la supériorité des siens. Donc la supériorité des Français, des Blancs, comparée à une culture africaine. Pour exemple, donc elle prend pour exemple ces femmes qui se sont battues pour l'équité des chances contre le sexisme dans les années 80, qui revendiquaient le droit à, en tant que femme, accéder à des postes à haute responsabilité, et du coup qui utilisaient un peu la population issue de l'immigration en leur proposant des postes de nounou, des postes qui pourraient les aider elles à obtenir en fait une position qui est plus importante. Parce qu'elles avaient besoin qu'on garde leurs enfants, parce que voilà, qui leur permettait en fait d'asseoir finalement une certaine position de supériorité. Et ça c'est une dimension, c'est quelque chose avec lequel on peut faire un parallèle avec l'ère colonialiste en fait, l'ère de la colonisation. La colonisation de l'Afrique, notamment algérienne, s'est faite en s'appuyant sur des clichés orientalistes. C'est-à-dire qu'on va déconstruire, on va dépeindre l'autre comme un individu démoniaque, un individu auquel il manque certaines valeurs, les valeurs, des valeurs qui sont vraiment fondamentalement ancrées chez les Français ou chez les Européens. Ce sont des êtres sales, vils, enfin j'en passe, des vertes et des pas mûres. Donc ces clichés-là, on les a déportés sur les Africains, notamment sur les Algériens, pour les coloniser. Donc c'était le prétexte finalement. Et la preuve, en fait, le fer de lance de cette politique orientalisme, c'était les femmes. Regardez, les femmes des Algériens, les femmes arabes sont soumises, elles sont cachées derrière leur voile, elles sont enfermées, on ne les entend pas. Et finalement, ce cliché-là de la femme opprimée, soumise, il est encore utilisé de nos jours aujourd'hui pour... il y a toujours cette nécessité, en fait, de diaboliser quelqu'un pour asseoir sa supériorité. Et le grand méchant musulman, le grand méchant islamiste, a toujours des femmes qui sont voilées, qui sont opprimées. Ça, c'est des arguments qu'on retrouve aujourd'hui, en fait, dans les argumentaires, dans la rhétorique des politiciens ou des intellectuels d'aujourd'hui. C'est ce que met en exergue Françoise Vergès, en fait. C'est ce féminisme qui est élitiste, finalement, et qui rejette toutes les autres formes de lutte pour asseoir ses positions, des positions hein, qui alimentent entre autres le capitalisme. Donc c'est ce que met en exergue Françoise Vergès. Le livre est très court, très concis, elle va droit au but et elle explique ça d'une manière, c'est très bien amené. Je vous conseille vraiment, vraiment de lire ce livre, et vous comprendrez à quel point nous sommes...
enfin, la colonisation finalement, la colonisation est encore bien ancrée dans les imaginaires en fait. Les peuples africains se sont libérés, mais la colonisation est reproduite et entretenue finalement différemment. Donc c'est une petite pépite, celui-là je crois que je l'avais découvert grâce au conte Hajar Reid que je vous conseille. Elle a vraiment elle possède un engagement féministe très fort et je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez avoir à boire et à manger sur sa chaîne. Vraiment, je vous conseille d'aller jeter un œil sur sa chaîne, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Pour continuer avec les éditions La Fabrique sous ce format un peu très rose en plus, j'ai récemment lu un féminisme islamique de Zahra Ali. Alors Zahra Ali, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de prendre, de faire parler des personnes, des femmes qui sont engagées politiquement, qui sont militantes, des intellectuels, qui font partie du monde musulman, qui sont un peu, qui sont un peu installés un peu partout dans ce monde musulman-là. Donc on retrouve des personnes qui sont basées en Malaisie, en Égypte, au Maroc, un peu partout. Elle les fait parler et le but c'est de faire converger leurs besoins, en fait, que leur voix se fasse écho pour que la lutte soit internationale et non plus des luttes qui se veulent individuelles. Zahra proclame en tout cas, et c'est ce que toutes les autres intellectuelles et c'est ce que toutes les autres intellectuelles et militantes engagées qui sont interviewées dans ce livre proclament, c'est que le Coran en lui-même est fondamentalement égalitaire. Donc les hommes et les femmes dans le Coran, si vous prenez le Coran, que vous avez la possibilité d'en faire une lecture des textes fondamentaux, vous vous rendez compte à quel point, si vous contextualisez en plus, le Coran est révolutionnaire et avant-gardiste pour son époque. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que le Coran, vous allez avoir des versets qui ont pour vocation à être intemporels, donc à s'adapter à n'importe quelle situation et n'importe quelle époque, tandis que vous allez avoir des versets qui sont qui sont précis et adaptés à une situation précise. Ça, en tout cas, cette parole-là, elle réfute, il faut la comprendre, mais il ne faut pas la remettre en question. En revanche, ce que ces femmes proclament, c'est qu'il faille commenter, qu'il faille se réapproprier et exclure les propos sexistes et misogynes des commentaires, des exégèses, de la jurisprudence faite par les hommes au travers les siècles. Elle tend vers une relecture en fait de ces productions humaines avec un regard féministe. Donc elle incite les femmes à se cultiver, à essayer d'apprendre, de s'enrichir, de dialoguer, de créer des espaces de dialogue pour relire, pour réinterpréter et comprendre une nouvelle fois ces textes, enfin comprendre le Coran, en avoir une lecture qui est différente. Elle parle d'un hadith en particulier, celui où l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à lui en lui demandant pourquoi est-ce que dans le Coran, Dieu ne s'adresse qu'aux hommes et non pas aux femmes. Et on raconte, enfin ce hadith raconte qu'à la suite de cette demande, Dieu va accéder à sa demande et les autres versets seront plus équitables, donc on retrouvera ô vous hommes, ô vous femmes dans le Coran. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui est passionnant, où il y a vraiment des parcours qui sont très très inspirants. J'ai partagé certaines parties en story et je pense qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous. Donc je vous le conseille vraiment. Pour revenir, vous savez, je parlais dans l'ouvrage de Françoise Vergès de la politique coloniale qui s'appuyait sur les femmes pour asseoir la position de supériorité. Je faisais un parallèle avec l'Algérie parce que c'est un des pays que je connais le mieux, finalement, en termes d'histoire et de lutte. Il y a un livre que j'ai découvert récemment qui s'intitule Guerre d'Algérie, le sexe outragé, et qui explique finalement comment est-ce qu'on a féminisé un pays, comment est-ce qu'on a utilisé le sexe pour dominer, on a féminisé en tout cas les Algériens pour les dominer. La France s'est positionnée en tout cas en tant comme viril et dominateur, et puis les Algériens sont en quête, en besoin, sont un peu comme une femme, sont en attente, ils ont encore besoin d'un homme, la séparation est incompatible. Donc vraiment ce livre invite à reconsidérer la question de la violence coloniale et comme je le disais, ces violences qui visaient à féminiser l'ennemi et viriliser le pouvoir. Donc je vous le reconseille vraiment fortement, je ne l'ai pas encore terminé. Mais je posterai sûrement sur Instagram, si vous voulez avoir mon avis complet,
Je posterai ma revue sûrement sur Instagram. Donc c'est un livre de Catherine Brun et de Todd Shepard qui s'intitule Guerre d'Algérie, le sexe outragé. Et ensuite, pour accompagner ma lecture du livre de Zahra Ali sur le féminisme islamique, c'est Yannick, mon ami Yannick de Belgique, qui m'a envoyé ce livre d'Anne-Marie Chimel, Mon âme est une femme, et qui traite de la place des femmes dans la pensée islamique, et qui invite c'est surtout essentiellement les biographies de certaines grandes penseuses de l'islam. Il y a énormément de femmes qui ont travaillé sur les textes du Coran à travers les siècles, et ces travaux qui ont été passés sous silence à travers le temps. Et c'est vraiment ce travail en fait de remise en lumière de ce qui a été fait, doter en fait des interprétations faites par les hommes cette vision misogyne et sexiste. C'est tout ce travail-là que nous invite à faire, que ce soit Anne-Marie Chimel ou Zahra Ali. C'est une invitation au raisonnement, à faire votre propre analyse, à développer votre sens critique et à ne pas consommer de manière un peu impulsive toutes les informations que vous pouvez trouver à droite et à gauche. Je vous invite vraiment à lire ces livres, c'est une bonne base, et à alimenter votre réflexion, à faire vos propres recherches. Le raisonnement est avant tout la chose la plus importante. Développer votre sens critique, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut que la divergence d'opinion puisse alimenter votre propre réflexion surtout. En tout cas, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la lutte n'est pas terminée, elle ne le sera probablement jamais, ça va être compliqué, j'ai pas envie d'être défaitiste, alors ne nous tirons pas dans les pattes les unes les autres. Apprenez, posez-vous des questions, ne vous enfermez pas, ne vous limitez pas. On a toute une vie pour apprendre, toute une vie pour évoluer, donc continuez votre réflexion vraiment. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous avez des ouvrages à me conseiller, je sais qu'on m'en a déjà envoyé, je les ai commandés, il faut que je prenne le temps de les lire, il y aura peut-être une partie 2 de cette vidéo-là. N'hésitez pas. Encore une fois, si vous avez des besoins de voir d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à regarder le compte de Hadjar, qui est vraiment une mine d'or. La plupart des livres que j'ai lus, en tout cas une grande partie des livres que j'ai lus et qui sont engagés, ont été piochés sur sa chaîne à elle. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.